Ravi de t'accueillir ici, Anouk, et puis ravi d'avoir lu ce livre bestial aux éditions Plomb, ton deuxième roman. On va en parler longuement, on a du temps, on a la soirée devant nous en fait. Donc, toute la soirée. On a toute la soirée. Alors avant, tu ne vas pas y échapper. On va faire connaissance grâce au portrait chinois littéraire que le monde entier nous envie. C'est plus ou moins le même, hein. Vous avez l'habitude maintenant. Vous pourriez donner les questions avant moi, je suis sûr. Vous qui nous écoutez toutes les semaines, tous les jeudis soirs. Mais Anouk, si tu étais un livre de chevet, lequel choisirais-tu et pourquoi en quelques mots? Oscar Wilde, le portrait de Dorian Gray. Tu as une raison particulière ou surprise? Pour moi, cet auteur est absolument extraordinaire. J'adore son phrasé. Et souvent, en une ligne, il résume un chapitre. Ce qui est assez extraordinaire. Et en fait, bon, voilà, il y a une qualité d'écriture que j'admire énormément. Si tu étais un format, parmi tous les formats qui existent, lequel choisirais-tu? Format de quoi? Alors, format poche, grand format, e-book, livre audio ou toute autre chose, bande dessinée, tu peux être très créative sur ce coup-là. Alors, grand format. Dans ma bibliothèque, j'ai énormément de livres d'art. Donc, ça prend des proportions assez gigantesques. Donc, oui, le plus grand XXL. Le plus grand XXL. J'avais un choix. Pour les gens qui ne te connaissent pas, je pense que tu as travaillé dans des galeries du côté de Paris. Oui, j'ai travaillé dans plusieurs galeries parisiennes. J'ai vraiment un coup de cœur. Enfin, j'ai une initiation sur la peinture depuis toute petite et de la peinture ancienne. Voilà, et c'est reporté sur la peinture contemporaine. Donc c'est vrai que je suis beaucoup d'artistes contemporains maintenant. Et si j'étais pas auteur, je serais galériste, ça c'est sûr. Si tu étais une maison d'édition, j'ai une vague idée. Dis-nous. Je vais dire Plomb parce que je peux pas dire autre chose. Voilà, j'ai été découverte par une éditrice extraordinaire qui s'appelle Céline Toulouse. Et voilà, qui a cru en mon texte et qui a été totalement séduite. Donc voilà, je la suivrai, quelle que soit, j'allais dire, la maison d'édition dans laquelle elle se trouve. Une personne plus qu'une structure, donc. Oui, tout à fait. Et ça, c'est intéressant. Si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas. Entre maison d'édition, c'est un bâtiment, mais il y a des gens derrière. Et parfois, on est surpris, c'est plutôt la relation entre les personnes qui jouent plutôt que la maison. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si tu étais un rayon dans une librairie, lequel choisirais-tu? Le polar, évidemment, parce que ça me porte depuis des années. C'est vrai que c'est un exercice, c'est un style littéraire que je ne considère pas comme en dessous d'une littérature blanche. Donc pour moi, c'est vraiment un style qui fait appel à plein de choses. Voilà, donc je dirais le rayon littérature noire. Voilà. Si tu étais un marque-page original, avec quoi marquerais-tu la page? Avec un pouce. Avec un pouce. Un pouce coupé ou... Ah non, un pouce entier. Allez savoir, je pose quand même la question. Si tu étais un personnage, masculin ou féminin, peu importe. Tout est libre. Alors tout est libre. C'est évidemment l'héroïne de Alien. Le commandant, je vais oublier Ripley. son nom évidemment, Ripley. Voilà. Pour moi, c'est l'héroïne. C'est, je pense, la première femme dans le cinéma international qui a pris une place au-dessus des hommes, c'est-à-dire qui vraiment s'est imposée en tant que femme et en tant que commandante de bord, entre guillemets. Pour moi, c'est vraiment, voilà, c'est mon héroïne à tout jamais. Je fais une parenthèse, mais c'est parce que chaque fois qu'on me parle d'Alien, je revois la scène dans La folle histoire de l'espace.
Si vous avez vu cette parodie, Je l'ai pas vu. ah mais tu dois absolument. Il y a un bout de parodie d'Alien dans la folle histoire de l'espace. Je vous le conseille, c'est un grand moment de cinéma. Si tu étais un temps de conjugaison, lequel choisirais-tu? L'imparfait. Parce que rien n'est parfait en fait. Donc voilà, dans l'écriture, on est parfois ballotté entre le présent, que j'utilise énormément, et l'imparfait, parce que en fait, quand on finit un chapitre, c'est jamais parfait tel qu'on imagine. On veut que ce soit complètement parfait, mais voilà. Donc l'imparfait pour le jeu de mots, entre guillemets, verbal. Et salut, Vibration littéraire, bienvenue à toi. On passe une très belle soirée, c'est une soirée spéciale livre pour enfants. Non, je plaisante, on est avec Anouk Schutterberg pour son livre Bestial. On va parler du titre dans une petite minute. Le temps de savoir si... alors, on va en reparler aussi, mais si tu étais une musique ou une bande-son, c'est très important pour toi, je n'en doute pas. Et laquelle choisirais-tu de ta vie, de tes livres, peu importe? Alors, probablement la musique classique, Handel, parce que en fait, la musique classique m'a énormément bercée pendant l'écriture de mon livre, et j'ai réalisé, par rapport au film que je regarde, je suis très filmique, je suis très cinématographique. C'est des moments extrêmement intenses qui portent parfois des moments extrêmement dramatiques. Voilà. Et voilà, Handel pour faire rapport avec certains films de Lars von Trier notamment. On va reparler de musique, hein, parce que ça prend une place importante dans Bestial. Si tu étais un signe de ponctuation? Un point d'exclamation. Je ne suis pas étonné. Oui, bien sûr, parce que le point d'exclamation, ça veut tout dire. C'est-à-dire que ça donne un rythme, ça donne un phrasé, ça donne une envolée. C'est comme une note de musique, en fait. Et une petite dernière pour la route. Si tu étais un verbe, parmi tous les verbes qui existent, lequel choisirais-tu? Respirer. Respirer, parce que respirer, ça fait partie de la vie. C'est un verbe que je trouve extrêmement... tout le monde connaît une respiration. Respirer, c'est être dans la vie, c'est être dans la joie, et en même temps, c'est parfois être dans des moments difficiles. Mais la respiration, c'est parce que nous sommes ici. Alors, tu en parlais, alors on va déjà un peu en parler, mais Fanny Jaune demande, avez-vous écrit ce livre en écoutant de la musique classique? Cela vous inspirait-il? Alors oui, beaucoup. J'ai d'ailleurs une playlist sur mon livre, hein, sur Bestial. J'ai énormément écouté de l'opéra, donc évidemment un incontournable Mozart, mais aussi voilà, d'autres musiques comme des opéras, beaucoup, parce que je trouvais que j'y puisais une certaine inspiration qui me portait. Et dans le rythme, ça me donnait du rythme dans l'écriture. Et puisqu'on en parle, sachez que cette interview a été réalisée en écoutant la playlist de Bestial, parce que je me suis dit autant me faire plaisir. Donc j'ai été voir sur Spotify ce que ça racontait. C'est un petit plus, un petit bonus, donc n'hésitez pas dans le chat, moi ça m'intéresse, dites-nous si vous aimez ce genre de choses. Donc il y a un QR code, on en parlait tout à l'heure, qui vous envoie sur la playlist, et là on disait il y a de la musique classique, puis il y a du Eminem, il y a du Etienne Dao, il y a pas mal de choses. Très éclectique, c'est très éclectique. Ah oui, donc vous allez voir les questions, parfois les questions sont très calmes, et puis parfois beaucoup moins, parce que je me suis calqué sur ce que j'écoutais. Est-ce que vous aimez ça dans le chat, quand vous avez un peu au fil du livre, hein, tu donnes des indications pour dire, voilà, à tel moment, je vous suggère très aimablement d'écouter ça, ça devrait
bercer le chapitre qui suit et ça permet de se mettre dans l'ambiance. Je sais pas si vous aimez ça, n'hésitez pas à nous le dire, mais avant de parler de tout ça, est-ce que je peux être très original et te demander, si tu devais parler de Bestial à quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi ça parle, comment pitcherais-tu ce livre en quelques mots, sans trop en dévoiler, parce que, et c'est très important, on est sur, on va dire ça, la grosse louche du thriller, donc il faut pas trop en dire pour pas spoiler. J'ai fait très attention dans mes questions, donc on va essayer d'être très vigilant là-dessus. Mais du coup, c'est pas évident à pitcher. Mais que dirais-tu à quelqu'un qui ne sait pas du tout de quoi parle ce livre? Alors en fait, c'est un cold case. Donc 2007, il y a 5 jeunes filles préadolescentes qui disparaissent en plein Paris, dans une rue surbondée. Elles sont derrière leurs parents ou devant leurs parents. Elles disparaissent à l'instant T. Il y a une enquête qui est menée, qui ne donne rien, parce qu'on n'arrive pas à trouver ou un unimat ou un profil d'un ravisseur. Et se passe donc 10 ans. Donc ça prend du temps, même 13 ans, puisque là, on se retrouve en 2019 où effectivement, 5 autres jeunes filles, dans le même modus operandi, disparaissent subitement, mais vraiment en une seconde. Et donc, on va suivre l'enquête qui reprend en fait l'enquête précédente, puisqu'il y a des similarités évidentes. Donc, on est vraiment sur un cold case qui refait surface. C'est à la fois quelque chose qui vient de moi parce que j'ai perdu ma fille en plein Londres il y a de nombreuses années. Elle avait 6-7 ans. Et j'ai ressenti toute la douleur, toute l'appréhension et toute la folie, en fait, qui peut émerger quand on perd un enfant. On lui tient la main, on lui tient pas forcément la main, il est derrière, il est devant, on vit un moment sympathique avec des amis, et d'un seul coup, il disparaît. Donc ça, c'est quelque chose, c'est le on-off qui est marquant. Et quelque chose qui vous fauche les jambes, vraiment, les genoux, on n'est plus soi-même en fait. Et j'ai voulu retranscrire la douleur justement de ces parents qui ne savent pas ce qui est advenu de leur fille. Ne pas savoir, c'est peut-être pire que de savoir en fait. Et cet instant, c'est l'instant où tout bascule. C'est ça que j'aime bien en fait démontrer. C'est le moment où en fait on est en confiance, et c'est là où tout bascule. C'est le moment qu'on n'identifie pas et qui fait que sa vie est complètement bouleversée suite à ça. Prend une toute autre direction. Et donc la première question qui a été posée dans ce chat, alors en musique, on nous dit Kiko a jamais testé, mais je trouve ça génial comme idée. Fanny nous dit je ne sais pas lire en écoutant de la musique, j'aime le calme total. Donc vous pouvez l'écouter en lisant, vous pouvez l'écouter après comme moi. Je suis un peu comme ça aussi. Moi, en lisant, j'écoute pas trop. En écrivant, par contre, j'écoute, mais jamais avec des paroles. Sinon, j'écoute les paroles, je chante, il pleut ou il y a de la grêle, et donc plutôt de l'instrumental. Mais on demandait pourquoi ce titre Bestial qui est très intriguant finalement. Est-ce que tu peux nous en dire un mot? Alors, pour moi, Bestial, c'est... j'ai hésité plusieurs fois sur le titre, parce que, en fait, les protagonistes de mon livre sont non seulement pas humains, entre guillemets, mais sont même pas des bêtes, parce que les animaux sont parfois plus respectueux que les humains. Donc Bestial me posait un problème, je trouvais que le titre était assez puissant, et c'est Céline Toulouse, mon éditrice, qui m'a dit ne change rien, ce titre il est percutant, il résume totalement en fait cette animalité que j'essaye de décrire dans mon roman, dans mon livre, sans avoir d'humanité derrière. Mais voilà, Bestial, et c'est sorti comme ça. C'était le premier titre que j'avais proposé à ma maison d'édition, et en fait, on l'a pas changé.
j'ai suivi en fait ma maison d'édition en disant bah non, en fait on ne change pas. Et pour un livre thriller, c'est vrai que je suis assez étonnée qu'il n'y ait pas eu de titre tel quel. Donc Bestial n'existe pas. Maintenant, il existe et il a frappé Maintenant, il existe. un grand coup dans les gens qui l'ont lu. Et Isaac Un peu, Book ouais. nous dit il a l'air si bien. Eh ben, on va en parler ce soir et en dire un peu plus sans spoiler. Divulgaché. Oh, j'ai vu la langue française est en train de se défendre des mots en anglais, c'est exceptionnel. On en reparle un jour. Divulgaché, ouais. Ah, on en reparle un jour. Parce qu'on essaye de changer le mot follower. Et ça, c'est très très drôle. Parce qu'on n'est pas loin de dire disciple. Et alors, ça m'a beaucoup fait rire. Donc, vous qui followez cette chaîne, êtes-vous des disciples ou pas? Je pense qu'il y a un vrai débat. Anouk, c'est un deuxième roman, je le disais en préambule. Après un très très beau succès pour ton autre livre, Jeu de peau. Jeu de peau, ouais. Je vais montrer la couverture comme ça, on passera peut-être de l'un à l'autre si tu as des choses à nous dire, mais je me demandais, tu étais dans quel état d'esprit en commençant Bestial? Parce que le deuxième livre, il est jamais simple. Ça, c'est une évidence, mais toi, tu étais dans quel état d'esprit en le commençant? Je vais vous mettre la couverture pendant que tu réponds. Alors en fait, voilà, moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de me mettre à l'écriture, même si c'est mon métier. Jeu de peau, c'est sorti comme une évidence parce que voilà, j'avais ce scénar entre guillemets, parce que je parle de scénar avant de parler de livre. Pour moi, j'écris un scénar comme j'aimerais. Enfin, j'aime qu'on commence mon roman comme on a envie de se mettre sur une série. Donc c'est très filmique. Jeu de peau est venu instantanément. Ça faisait des années que je mûrissais ce scénario. Je me permets de parler de scénario. Et Bestial, en fait, au moment où j'écrivais Jeu de peau, j'avais déjà Bestial en tête. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que j'écris un livre, j'ai déjà, au fur et à mesure où j'écris, j'ai déjà ma troisième ou mon énième histoire dans la tête. Alors, j'en fais fi, mais au fur et à mesure où j'écris, j'arrive à construire quand même mon deuxième ou mon troisième roman, qui est déjà en tête, suite à Bestial. Donc tu as les tiroirs et tu te dis, ok, ça je range pour plus tard, c'est pour le suivant, ça c'est pour Jeu de peau. Donc c'est vraiment de l'organisation comme ça, des idées, avec tout ce qui peut venir, avec tout ce qui se passe. En fait, non, c'est que ça fuse, en fait. J'ai pas de tiroir. C'est que euh, au moment de l'écriture, c'est très particulier. Ça commence souvent très très doucement, comme une petite route de campagne, et à un moment donné, vous savez pas pourquoi, ça part dans une autoroute et vous êtes à 250 à l'heure. Et voilà, et tout fuse. Et au moment où vous construisez votre histoire, enfin, en tout cas, c'est comme ça pour moi, je me dis, mais tiens, ça me fait appel à un truc. Et après, je me nourris aussi de ma vie de tous les jours. Je ne construis absolument aucun de mes romans sur des faits divers, même si je regarde beaucoup comment dire, d'émissions criminelles pour la procédure ou pour savoir comment ça se passe. Mais je ne m'inspire jamais de ça. Mais c'est vrai que l'écriture appelle aussi à une certaine, à une autre créativité qui vient derrière. Donc en fait, c'est une sorte de cercle vertueux. Alors dans Bestial, et je pense que c'est important, donc pour les gens qui ne connaissent pas, on entre, et c'est un mot qui revient beaucoup dans les chroniques qu'il y a eu sur ton livre, Ouais. en tout cas en partie sur le dark web. Est-ce que tu peux nous dire en un mot, pour les personnes qui ne connaissent pas du tout ce que c'est, est-ce que tu nous ferais la visite guidée du dark web en quelques mots, juste pour les gens qui ne savent pas du tout de quoi on est en train de parler? Alors le dark web, c'est très simple, hein. C'est au lieu de passer par Google et tout ce qu'on connaît officiellement, il faut passer par un IP particulier. J'y suis allée plusieurs fois où là, effectivement, on découvre une autre facette en fait de notre société, quelque chose qui est totalement obscur, sur lesquels, en fait, au lieu d'avoir les annonces Amazon pour vous vendre tel stylo machin, on vend des armes.
et on vend beaucoup plus. Donc en fait, c'est une sorte de société parallèle que moi j'ai découvert. Je n'y vais pas souvent, hein, je suis allée 2-3 fois, mais où on découvre effectivement une autre facette de notre société qui est totalement obscure et qui échappe à tout, puisqu'on parle, on paye en bitcoin, donc on parle pas de monnaie connue et usuelle. Donc c'est un monde qui nous échappe totalement. Et je trouve ça totalement fascinant et en même temps totalement angoissant. Et c'est un terrain très très fertile pour des gens qui écrivent des livres comme nous. On parlait, c'est un peu un personnage finalement, c'est un lieu. Les personnages, ils sont très très importants dans Bestial, il était aussi dans Jeu de peau. Est-ce que tu peux nous présenter les personnages principaux hein, qui traversent ce livre, à savoir les enquêteurs, pourquoi pas, Stéphane Jourdain et Lucie Bunevial. Si tu devais les Alors, présenter à nos spectateurs du soir. alors Jourdain, enfin c'est pas un inspecteur, il a il a le titre de commandant de police. C'est un type qui a 45 ans, euh, qui a bien baroudé, il parle l'anglais super bien, il a un réseau formidable. C'est un emmerdeur à tous les échelons de la police nationale. Donc c'est quelqu'un qui est bien campé. Et en fait, logiquement, il est pas, il doit suivre les enquêtes sans forcément être sur le terrain, mais pour lui, c'est le terrain avant tout. Donc c'est un observateur, c'est quelqu'un qui a un jugement assez précis. Il a une vision psychologique aussi de ses dossiers. Et donc il emmène, il a une force d'attraction avec tout son groupe d'enquêteurs. C'est-à-dire qu'il mène le jeu. Ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment qui a une force intérieure qui se dévoile aussi à l'extérieur. Et Lucie, bah, c'est une jeune fille qui a plus ses parents, donc qui a dû se réinventer. Elle voulait faire des études d'art, mais qui ont été abordées avant la fin de ses études, parce que voilà, son père est décédé. Donc elle se lance dans la police, et en même temps, elle est campée pour... c'est un peu une foudre de guerre, elle a un côté très... si je pouvais faire un parallèle, elle a un côté très... voilà, femme forte, c'est une jeune femme, mais qui est très ancrée dans la vie et très sûre d'elle. En tout cas, voilà, elle mène bien sa barque et elle sait où elle veut aller. Et ça me fait penser à Ripley dans Alien, finalement. On n'est pas très loin. On n'est pas très loin. Est-ce que c'était une évidence pour toi de garder un lien avec le premier livre, Jeu de peau, en écrivant Bestial, notamment avec certains personnages? Je vous dis pas quoi, je vous dis pas qui, parce que c'est pas marrant, mais il y a un lien, forcément. Oui, il y a un lien. En fait, la fin de Jeu de peau, même dans la dernière ligne, parce qu'en fait, personne ne sait rien jusqu'à le dernier chapitre en fait de Jeu de peau. On peut imaginer certaines choses, on peut découvrir certaines choses, mais en fait, Jeu de peau, c'est un jeu de piste à plusieurs niveaux. C'est comme quand on joue sur les réseaux, sur les jeux en ligne, il y a plusieurs niveaux. Et en fait, Jeu de peau, on apprend vraiment l'envers du décor qu'au dernier chapitre. Et même dans ce dernier chapitre, quand on apprend effectivement comment ça s'est passé et quel est l'ultime niveau à découvrir, j'ai mis effectivement une dernière question, une dernière phrase qui pose question et qui renvoie sur Bestial. Alors après, il y a plein de gens qui ont lu Bestial sans avoir lu Jeu de peau. Ça se lit très bien sans avoir lu le premier. Mais c'est vrai qu'il y a quelques connexions qui permettent de mieux comprendre. Mais dans Bestial, rien n'est spoilé.
Donc, vous pouvez, ok, savoir que Lucie, voilà, mais sans comprendre comment elle y est arrivée. Et c'est ça qui était important. Et c'est vrai que c'est important que tu en parles parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup lu sur les chroniques, c'est quelque chose qu'on m'a beaucoup dit, c'est des questions qu'on me glissait beaucoup à l'oreille quand on a su que tu venais avec nous ce soir. Et c'est vrai que spontanément, je vous le dis comme je le pense, en lisant Bestial, moi j'avais pas encore lu Jeu de peau, je me suis dit, oh là là, mais pourquoi? Et donc je me suis dit, ah ben là c'est important de les lire dans le bon ordre. Donc d'abord Jeu de peau et puis Bestial. Et au final, c'est peut-être une fausse idée. Après, voilà, je pense que chaque lecteur fait un peu comme il le sent. Mais là, disons qu'il y a du sens, mais ça ne gâche pas non plus complètement et du tout le plaisir. Et c'est Non, vrai que, pas du tout. voilà, et c'était Ouais. important que tu puisses le préciser parce que vraiment, beaucoup de gens, en lisant Bestial, se disent ça, alors qu'on ne sait pas finalement, parce qu'on l'a pas lu, Jeu de peau. Mais Ouais, non, mais j'ai beaucoup de lecteurs sur les réseaux sociaux qui me disent on a lu Bestial, mais bon, ok, on a eu quelques éléments d'indice, mais du coup, on va se replonger dans le jeu de peau parce mhm. qu'on veut comprendre le mécanisme et ce qui s'est vraiment passé. Parce que en lisant Bestial, on n'a pas, en fait, on n'a pas le dernier indice de jeu de peau, ni aucun indice. Il y a juste des petites phrasées comme ça, mais on peut pas comprendre ce qui s'est vraiment passé. Mais les deux se lisent très bien, hein, sans, indépendamment l'un de l'autre. Hein. Donc voilà, c'était intéressant de le préciser. Vous voyez, je note vos questions, hein, même pendant la semaine. C'est incroyable qu'on est quand même bien organisé. On reste un peu sur les Quelle personnes. organisation. Ah, si tu savais, on reste un peu sur des personnages, mais un peu particuliers. Tu disais une rue bondée à Paris. Et finalement, Paris, c'est un peu un personnage aussi, notamment le 9e arrondissement. Pourquoi le 9e? Pour des gens comme moi qui n'habitent pas à Paris, par exemple, qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a quoi? Et pourquoi avoir fait ce choix-là en particulier pour placer le début de l'histoire? Parce qu'on est vraiment Alors, tout au début. Hein. on est effectivement sur le 9e arrondissement. C'est un arrondissement qui jouxte le 18e, donc avec Montmartre. C'est des lieux qui sont extrêmement touristiques, qui sont bondés en été et même tout le temps de l'année. Et pourquoi? Parce que il faut que je raccroche ça à la première DPJ, parce que le Jourdain fait partie de la première DPJ, et la première DPJ gère le 9e, le 16, le 8. Donc en fait, j'étais obligée de rester dans ces arrondissements. Et le 9e, effectivement, 9e, 18, Montmartre, on est juste à côté. Et voilà, ce sont des lieux qui sont extrêmement touristiques, donc extrêmement bondés, donc ça servait également mon discours. Et bonsoir Johan, qui nous salue discrètement. Ne soyez pas discrète du tout, n'hésitez pas à poser vos questions dans la chatroom, c'est là pour ça. Hein. Et moi j'en ai une, tu le disais, alors pour les gens qui nous écoutent, c'est un style qui est quand même très, très direct. Et moi le sentiment que j'avais, c'est que tu avais écrit ça avec les tripes. Hein. Ça va avec le titre finalement, c'est péchu, c'est très dynamique. Est-ce que pour les gens qui nous écoutent, je sais que vous adorez cette question, est-ce que c'est une façon de faire naturelle ou est-ce que c'est beaucoup de travail? Parce qu'il y a des gens qui n'écrivent pas comme ça naturellement et puis qui rechangent leurs phrases et autres pour donner du rythme, et puis des gens à qui ça vient naturellement. Tu travailles comment au niveau de cette rythmique de l'écriture? Alors, j'ai un rythme d'écriture qui est ce que je suis. C'est-à-dire que moi, j'aime les chapitres courts. J'aime écrire ce que j'aime lire, surtout, et ce que j'aime voir. Donc, j'ai une écriture qui est très visuelle. C'est pour ça, d'ailleurs, que Jeu de peau va sans doute être adapté en série, parce que les gens qui m'ont lu voient immédiatement ce que je veux dire. Et Bestial, c'est pareil, c'est-à-dire que c'est des chapitres courts, c'est une écriture qui est très incisive. On est presque entre le scénario et le livre. Et c'est ça que j'aime, parce que j'aime donner du rythme.
Personnellement, j'aime lire des livres qui m'embarquent, où tout de suite l'intrigue, jeu de peau un petit peu plus long sur le début parce que je pose des personnages et je pose l'ambiance. Bestial, on va plus en direct. Moi, ce que j'aime, c'est aller direct direct dans le dur. Il faut que le lecteur soit happé, rentre dans mon histoire, et il faut qu'il y ait le même rythme comme quand on peut voir une série. Il faut être happé, et moi j'aime ça. C'est ce que j'aime lire et c'est ce que j'aime voir. Et je dis souvent, je fais des romans autant à lire qu'à voir parce que j'ai une écriture effectivement très visuelle, très réactive. Et c'est pour ça que dans Bestial, j'ai aussi posé de la musique, parce que c'est presque comme si j'avais écrit une série. C'est-à-dire on lit certains chapitres avec des musiques qui sont totalement en raccord avec l'écriture, enfin, avec l'histoire que je veux mener sur ce chapitre en question. Et Johan demande dans la chatroom, merci pour ta question, très bonne question. On parlait des personnages. Est-ce que la construction de la psychologie des personnages a nécessité un plan ou une image? Tu as travaillé comment au niveau des personnages? Alors, sur l'aspect psychologique des personnages, je travaille avec des psychologues qui me disent si je suis dans le vrai ou pas. Enfin, en tout cas, qui me donnent. Pour Jeu de peau, il y avait une question très intéressante sur quelle était la dimension psychologique de se faire tatouer la peau, qui est un organe, hein, en fait. Quelle était justement cette dimension. Et donc, je me suis fait aider par des psychologues. Et pour Bestial, effectivement, bon, je vais pas spoiler, mais sur les deux personnages qu'on retrouve au fur et à mesure du roman, effectivement, j'ai sollicité l'intervention de professionnels. Et tu as des petites fiches pour ne pas te perdre, ou bien tout dans la tête? Alors, j'ai des fiches partout. Mais non, si, j'ai des fiches. Oui, bien sûr, j'ai des dossiers alors, notamment sur les dates. En fait, je dresse comment dire, des dates généalogiques avec père, mère, machin. Surtout quand il y a des répercussions familiales assez importantes. Tout est dressé au niveau des dates. Et ensuite, voilà, je me laisse porter. Mais par contre, je respecte les, les leviers, enfin les dates que je me suis mise au départ. C'est-à-dire que j'ai un départ et j'ai une fin. Et au milieu, par contre, je peux me laisser porter, mais tout en respectant la ligne que je me suis fixée. Et alors, Fanny disait, Bestial, le titre peut aussi freiner des gens. C'est un titre percutant, mais qui peut faire peur. Ma question, elle est toute bête. Est-ce que c'est un livre âme sensible, s'abstenir ou pas? Parce que beaucoup de gens se posent la question avec cette couverture et avec ce titre. Alors moi, en même temps, ça me fait toujours sourire ce genre de questions, moi parce aussi. que on regarde des films ou des séries qui sont tellement tellement horribles, voilà. Et sur un titre de livre, on peut bloquer. Non. Alors, le sujet est touchy, je le reconnais, hein, puisque c'est la perte de jeunes filles qui sont préadolescentes. Donc ça peut rebuter un certain nombre de personnes. Je peux comprendre. Mais en même temps, voyons ce qu'on regarde, quoi. Sur les séries, on n'a pas de limite. C'est très étrange parce qu'on n'a pas de limite sur certaines séries. Et parfois, on se bloque sur des pitchs de bouquins qui, effectivement, nous emmèneraient dans quelque chose, comme si la littérature ou comment dire, la lecture emmenait dans des zones qui soient plus profondes que finalement le visuel. Donc c'est ça que moi ça me pose question. Alors effectivement, bon, c'est bestial, c'est pas à donner à des jeunes filles de 13 ans.
comme jeu de peau d'ailleurs non plus. On est entre adultes, j'allais dire entre adultes consentants et qui aiment lire des thrillers. Donc non, pour moi, il n'y a pas de... Bah, voilà, il y a pas de limite. Mon imagination, elle est telle quelle. Après, que ça puisse rebuter certaines personnes, je peux le comprendre, hein. Voilà, j'admets. Vaste débat. On en a parlé il n'y a pas très longtemps avec quelqu'un, comme ça je te donne une piste, mais la personne me disait, et c'est une piste, parce que j'ai souvent aussi ce genre de questions-là sur mes livres, ça c'est amusant, et elle me disait que quand il y a l'image, bah, il y a l'image, quand il n'y a pas d'image, c'est le cerveau et la personne qui imagine tout et n'importe quoi, et que c'est tellement plus puissant, ça va tellement Hein. plus loin, et que du coup on se fait peur en fait à soi-même, et que ça peut bloquer des gens. Après, comme tu dis, c'est clair et affiché, enfin, voilà, on est dans un genre bien défini, et donc bah, il n'y a pas vraiment de surprise là-dessus. Par contre, à l'intérieur du livre, là, il y a plein de surprises, hein, clairement. Et c'est un autre débat. Alors, Johan nous propose de lire le journal pour nous sentir beaucoup mieux. Oui. Que j'aime cet humour. Tout à Mais fait oui, parce que sémantique. la réalité de la vie est tellement plus violente que ce que nous, auteurs, on peut mettre dans nos livres. Souvent, C'est, bah oui, bien souvent, mais bien, tous les bien jours. plus souvent qu'on l'imagine. Alors après, je peux comprendre que les lecteurs, en fait, c'est une dissociation entre le visuel et ce qu'on imagine. C'est-à-dire que après, chacun a son cerveau et fait ses propres films entre guillemets. Dans Bestial, il est question quand même d'enlèvement de jeunes filles, sans spoiler. J'ai tenu à ce qu'il n'y ait aucune. Ça, c'était en tant que maman, hein. Je veux pas faire du voyeurisme. Il n'est pas question de faire de voyeurisme. Et j'ai donc tu toutes les séances de voilà de tout ce qui peut se passer avec ces jeunes filles. Je ferme la porte, c'est-à-dire que je laisse imaginer effectivement le lecteur sur ce qu'il veut, mais je n'ai volontairement pas inscrit, pas écrit ce qui pouvait se passer. Pour moi, c'était incommensurable, c'est impossible. Donc après, effectivement, le lecteur peut s'imaginer ce que moi j'ai imaginé aussi dans ma tête en l'écrivant, mais je l'ai volontairement tue parce que je ne suis pas là pour faire du voyeurisme et puis de faire du racolage voilà, de bas étage, entre guillemets. Donc je laisse effectivement beaucoup le lecteur, lui, s'imaginer, mais moi, je ne l'ai pas écrit dans ce sens-là. Et c'est une question qui va un peu avec ça. C'est un débat qu'on a déjà eu avec un auteur ici. Je voulais ton avis. Il n'y a pas de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas faire. Ça n'existe pas. Mais quand on compare, on parle un peu de la surenchère de la violence. Alors c'est un peu à la mode. Mais tu disais, on peut aussi éviter de faire du voyeurisme et autres face à, par exemple, des histoires où il y a un crime, un mort au début, et puis on a une enquête un peu classique. Et il y a vraiment deux camps, pour le coup c'est un peu manichéen, mais il y a un peu deux camps. C'est d'un côté on met beaucoup de violence, et d'un autre on met un élément violent, et puis on déroule toute une histoire autour de ce fait-là. Est-ce que tu vois un peu ces deux pôles-là aussi, ou est-ce que c'est un peu trop simpliste à tes yeux? C'est un débat qui... Voilà, est-ce qu'il faut faire un peu de surenchère à l'heure actuelle dans les livres, ou est-ce qu'on peut se contenter finalement parce que tu en parlais très bien, le moment où ça bascule, ben on peut déjà faire beaucoup avec ça. Alors, le surenchère, oui, peut-être, je sais pas. Moi, en fait, j'écris des choses qui me portent ou qui me blesseraient, enfin, en tout cas, qui m'emmèneraient dans un autre univers. Euh, Souvent, bon, pas forcément très sympathique. Je le fais pas pour faire de la surenchère sur de la surenchère. Le troisième est en route. On est sur un univers d'hôpital psychiatrique qui répond à,
à une histoire personnelle, donc c'est un peu plus compliqué pour moi à gérer, mais bon, ça c'est à voir sur le troisième. Le troisième sera totalement différent. C'est pas, moi je cherche pas à faire quelque chose pour choquer les gens. Je suis plus dans la vie réelle, une vie réelle qui bascule, oui effectivement, qui peut basculer. On le voit dans les faits divers, il y a des gens qui sont très bien, tout va bien, et puis d'un seul coup leur vie bascule. Ben, c'est comme voilà, c'est un instant T qui moi je trouve intéressant dans la psychologie des personnages au moment où tout bascule. Il y a le moment où tout va bien et le moment où tout va plus bien du tout. C'est plus ça qui m'intéresse, c'est cette confrontation entre le tout va bien et puis tout part à volo. La surenchère de violence m'intéresse pas particulièrement, c'est pas ça qui m'intéresse. C'est ce basculement qui m'intéresse au niveau psycho. Ou l'accumulation de basculements. Parce qu'il y a des rebondissements dans ce livre, beaucoup. On va pas vous dire quoi, parce que c'est pas marrant, Ouais. mais beaucoup, beaucoup de rebondissements. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est de se dire, ok, on pensait que c'était moche, mais ça peut encore être pire, et ça peut encore basculer dans un sens comme dans l'autre. Il y a beaucoup de suspense aussi, c'est un peu le but de ce genre de livre. Mais voilà, c'est intéressant de t'écouter sur le jeu, finalement, avec le fait de faire basculer des personnages. Mais c'est que ça, hein. C'est que ça. C'est que ça, Ouais. parce qu'en fait, moi, ce que j'aime quand je regarde une série, si je suis happée par une série, quelle qu'elle soit, je peux pas regarder un épisode, c'est pas possible. Je vais regarder un deuxième ou un troisième épisode. Et en fait, je construis mon roman comme ça. C'est jamais, quand on finit un chapitre, effectivement, on a envie de se projeter sur le deuxième chapitre parce qu'il y a un élément qui vient déclencher la curiosité. Et c'est ça, en fait. C'est comme une enquête, en fait. C'est comme une enquête de police. Une enquête de police, il y a des rebondissements, il y a des choses qu'on découvre au fur et à mesure qui viennent totalement balayer tout ce qu'on a pensé avant. Et c'est ça qui est intéressant, justement. Et c'est ça qui donne de la vie au récit, quoi. Et Johan demande, les émotions en écrivant cela sont-elles très fortes ou est-ce qu'il y a un détachement afin d'écrire? Puisqu'on est sur des sujets compliqués. On est sur des sujets compliqués, oui. Alors, il y a un détachement et il y a un attachement. C'est presque binaire. On a un détachement quand on livre voilà, ses écrits à un éditeur et on sait que de toute façon, ça nous échappe. Et en même temps, ça m'arrive, moins sur Jeu de paume mais sur Bestial, de relire certains chapitres avec la musique qui va avec, pour me replonger dans une ambiance un peu qui me porte, qui est pas forcément très très drôle, mais en tout cas qui me porte dans mes sentiments les plus profonds. Donc il y a un détachement et un attachement forcément. On lâche un livre parce que on le livre à tout le monde, on le livre à tout le monde, et en même temps, voilà, il y a évidemment un attachement aussi par rapport à ce qu'on a écrit, et en même temps, il faut pas se prendre la tête, c'est-à-dire qu'on écrit, on délivre quelque chose, ça va plaire à certains, ça va déplaire à d'autres. Mais c'est un exutoire absolument incroyable. Hein. Et pendant l'écriture, demande Johan, donc avant même d'envoyer le manuscrit au niveau des éditeurs, avant même de savoir pour les lecteurs et les lectrices, quand tu écris sur des sujets comme ça, est-ce que tu es vraiment au niveau des émotions ou est-ce que tu te protèges et tu te détaches un petit peu de ce que tu es en train de... Ah non, je peux pas me détacher de ce que j'écris. Non, je suis à fond dedans. C'est comme si j'avais une caméra. Voilà, je suis en plein dans mes personnages. Je suis comme un metteur en scène. Je suis vraiment dans mon roman, dans l'histoire de mes personnages. Je subis aussi ce qu'ils vivent. Il n'y a pas de détachement. Je fais presque un parallèle. J'en ai parlé à une copine l'autre jour. C'est presque
comme un comédien qui campe un rôle, il va se formater, il va vraiment rentrer dans son rôle pour être le plus précis et le plus juste possible. Et c'est exactement pareil pour un écrivain. Quand on écrit quelque chose, on est dans l'action, on est dans l'histoire totalement. Donc on est totalement absorbé par rapport à ce qu'on écrit, par rapport à l'histoire et aux personnages. Et te mettre à la place des personnages, il y a des choses plus compliquées que d'autres pour toi? Il y a des personnages plus difficiles à camper que d'autres? Alors, pour Bestial, oui, il y a très clairement un chapitre qui a été très difficile à écrire. Euh, bon, encore une fois, je ne veux pas spoiler, mais bon, voilà, Jourdain, à un moment donné, il va basculer dans sa vie par rapport à une épreuve particulière et douloureuse qu'il va vivre. Ce chapitre-là, pour moi, il est extrêmement douloureux. Voilà. Donc, je l'ai écrit avec toute la douleur que peut ressentir le personnage. Oui. Et passer d'un personnage, on va dire ado, à un personnage adulte, à un homme, une femme, avec des personnalités, comme tu en as parlé tout à l'heure, avec Stéphane Jourdain, avec Lucie. Voilà, tu dois passer de l'un à l'autre. Tu fais comment ça? Tu regardes les dossiers, ou tu les connais par cœur, tu vis avec, ils sont près de toi, et finalement c'est assez facile, ou est-ce que ça demande, comme tu disais, pour les acteurs en général, ils jouent un rôle, à part Eddie Murphy qui en joue 15, mais est-ce que c'est facile de... Oui, moi aussi je suis cinéphile, qu'est-ce que tu veux? On a les références qu'on a, hein. Mais est-ce que... Ouais, c'est très bien. Est-ce que j'écris pas ça pourtant, hein, mais est-ce que c'est facile de passer d'un type de personnage à un autre, ou bien est-ce que tu as des grosses difficultés, des trucs et astuces peut-être à donner aux gens qui nous écoutent? En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce qu'un roman, c'est plein de personnages. Et quand on écrit sur le personnage, on se met dans le personnage. Donc c'est presque comme si on était... comme si on faisait un film avec 10, 12 personnages dans lesquels en fait on absorbe leur personnalité, leur façon d'être. Donc non, moi ça me pose pas de problème, c'est assez schizophrénique, hein, comme ça peut paraître en tout cas assez schizophrénique. En fait, il y a un attachement, puis après il y a un détachement, parce que effectivement, on ne peut pas rester dans un rôle entre guillemets ou dans un personnage. Mais non, en fait, quand on écrit un roman, on est campé, on sait tel personnage, on rentre dedans, et quand on passe sur un autre chapitre parler d'un autre personnage, on campe un autre personnage, une autre personnalité. Donc ça peut paraître assez schizophrénique, mais en fait non, parce qu'en fait on a absorbé les personnages en amont. C'est comme, je pense, à mon avis, on n'est pas très loin d'un comédien qui effectivement jouerait plusieurs rôles sur un film, par exemple. Alors, un petit mot sur la couverture. Est-ce que tu veux nous en dire un mot? Parce que ça évoque plein de choses. C'est toi qui l'as choisi, c'était des discussions avec la maison d'édition. Ouais. Et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Alors, pour moi, j'ai tout de suite adoré. Autant sur Jeu de peau, j'étais pas forcément super à l'aise par rapport à la couve. Par contre, sur Bestial, ce que j'aime, c'est l'espèce de fuite, cette espèce de... sur le haut de la couve, il y a quelque chose, voilà, il y a une espèce de fuite qui dit effectivement la route, voilà. Et cette roue, bon, voilà, avec au départ, ils avaient mis une petite chaussure de fillette, et ça m'a dérangé fortement. Donc, je préférais avoir quelque chose de plus ado en chaussures, mais oui, enfin, la couverture pour moi c'est presque un truc de film, quoi. Il y a une espèce de fuite en avant avec quelque chose d'assez sombre que je trouve qui a été assez bien traité et j'aime bien. Elle raconte plein de choses en tout cas. Si vous êtes très attentif, elle raconte plein de choses. Youpsinou dit aussi par rapport à la question d'avant que c'est
une sorte de jeu de rôle aussi, de passer d'un personnage à l'autre. Et question idiote, mais il te faut, par exemple, si tu disais je passe d'un personnage à l'autre, d'un chapitre à l'autre, tu dois faire une pause, tu dois faire quelque chose pour justement Non, enfiler ton costume d'un autre personnage, ou tu peux enchaîner comme ça assez facilement. non, parce que en fait, c'est bizarre. C'est-à-dire que je suis dans les personnages et en même temps, j'ai une façon d'écrire comme je pourrais filmer. Encore une fois, je suis Mhm. très, voilà, c'est un côté très filmique. Donc en fait, je passe d'un chapitre à l'autre comme je vois la scène. Donc je vois la scène si c'est en contre-plongée, si c'est voilà. Et mes personnages, ils viennent rentrer naturellement dans mon décor. J'ai pas besoin de pause particulière. C'est comme si vous me demandiez si sur une série telle quelle, entre le premier épisode et le deuxième épisode, si vous aviez besoin de respirer. Non. Moi, quand je suis vraiment dedans, il faut que ça fuse. C'est une écriture qui se délivre comme un film. Je peux pas mieux dire. J'ai pas de temps mort en me disant tel personnage, machin. Mes personnages, ils sont en moi. Je sais très bien comment ils vont réagir, comment ils peuvent réagir par rapport à leur personnalité. Ça, j'ai pas besoin de temps mort là-dessus. Et petite anecdote, parce que je sais que vous adorez ça. J'étais un jour dans une école et donc on disait tiens quand il y a un personnage par exemple alcoolique, on prend un exemple un peu bateau mais un personnage alcoolique, est-ce que Ouais. vous êtes obligé de boire pour écrire comme et être crédible dans ce personnage? Non les gars, on peut boire du lait et écrire un personnage qui est alcoolique, il n'y a pas de problème. Ouais, totalement. C'est de l'acteur studio mais en écrivant, c'est un peu comme ça. Mais c'est vrai que souvent quand je me rappelle dans les écoles ils avaient des idées comme ça un peu folles où pour écrire voilà, une scène où il y a de l'alcool, il faut en boire en écrivant. Mais non, en fait, vous pouvez boire du thé, hein. C'est très bien le thé. Ça, Oui. comme on peut écrire des choses très très vives avec de la musique très calme. Il n'y a pas de règle, chacun fait un peu à sa sauce et c'est très important. Tu parlais de la chaussure et c'est aussi quelque chose qu'on m'a très gentiment glissé à l'oreille pour ta visite. Et je sais que tu vas avoir une excellente réponse à ça. Que dirais-tu à quelqu'un qui pourrait penser encore des disparitions d'enfants, d'adolescents? Parce que bah, c'est un sujet qui revient fréquemment dans le monde du roman noir. Si Ouais. spontanément on se dit et c'est reparti pour des disparitions, t'as envie de dire quoi aux gens qui penseraient ça sans t'avoir lu? Ben, j'ai envie de dire qu'il y a 50 850 disparitions d'adolescents rien qu'en France, tous les ans. Donc c'est pas une vue de l'esprit, hein, ça existe vraiment. Alors sur ce chiffre-là, il y a beaucoup de fugues, où on retrouve les gamins le lendemain. Il y a aussi dans des familles qui sont en train de se déchirer, des enfants qui partent chez des oncles, chez des tantes pour se reconstruire, machin. Et puis effectivement, il y a 2 ou 3%, peut-être 10%, qui sont effectivement qui deviennent des faits divers. Euh, donc non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est vraiment, ça existe au quotidien dans les commissariats et chez les flics français. Oui, oui, ça existe, même en Belgique, même en Europe. Hein. C'est pas très très étonnant. Hein. C'est pas très étonnant. Et puis chaque histoire est différente, chaque personne est Tout à différente. fait. Et Ouais. puis il y a la manière de les traiter, très probablement. Que on met Ouais. la même histoire et le même démarrage, les mêmes personnages entre les mains de deux auteurs différents, vous n'allez pas avoir le même livre. Du tout. Bien Et sûr puis que non. vous pouvez même ajouter l'éditeur derrière qui va aussi mettre sa petite touche, sinon c'est pas marrant. Et vous pourriez vraiment avoir des livres très différents alors que vous auriez le même point de départ. Donc, euh, donc voilà, c'est comme tu dis, il y a vraiment beaucoup de disparitions, beaucoup trop. D'ailleurs, n'hésitez pas si vous avez des questions. On arrive tout doucement au bout, hein. Moi j'en ai encore quelques-unes parce qu'on arrête. Oui, je me suis lâché. En fait, la playlist était quand même longue, alors du coup j'ai fait plein de questions. Mais c'était très très chouette d'écouter ta playlist sur Spotify. Donc n'hésitez pas, Merci. c'est le moment ou jamais
de poser toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser avant à Anouk. Pour dire qu'on ne va pas... En fait, si je peux juste rebondir sur Bestial, Tu peux. en fait, c'est un roman thriller qui exprime jusqu'où peut aller l'homme dans l'exploitation de l'humain. Voilà. Je pense que je suis passée par toutes les facettes de l'exploitation de l'homme par l'homme. Alors j'ai dit bestial, effectivement, mais c'est bestial parce qu'il n'y a aucune limite. Et souvent l'argent est malheureusement le nerf de la guerre, hein, dans tout ça. Voilà, donc je pose juste, sans spoiler l'histoire, voilà, c'est une sorte d'industrialisation du corps humain, donc voilà, qui n'a pas de limite, mais qui existe. Parce que du coup, mon livre, je l'ai fait lire par un commandant de police qui m'a dit très intéressant parce qu'il y a plein de choses en fait dans ton roman dont on ne parle pas, mais qui font partie de notre quotidien. Donc bon, ça laisse à penser, malheureusement. Et Johan demande, est-ce que c'est aussi un besoin de dire au monde que ce monde n'est pas autre chose que bestial? Oui, on vit dans un monde très difficile, hein. On vit dans un monde où il faut se défendre, où il faut de plus en plus, hein, on s'en aperçoit. C'est un monde qui est difficile, c'est un monde animal, hein. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu dire dans ce livre. Il faut savoir se protéger, il faut savoir être soi-même peut-être un peu animal pour se protéger, et voilà. Et alors, parce que j'adore sa réponse, comme souvent d'ailleurs, mais pour le fait qu'il y a beaucoup de disparitions et qu'on en parle beaucoup dans les livres, bah, Johan nous dit, on écrit beaucoup au sujet des amoureux également. Parce que, donc, ce sont des craintes qui sont bizarres, parce que si on devait dire, ok, le livre sur les amoureux, ça existe déjà, je peux plus le faire, vous imaginez tout ce qu'il n'y aurait pas d'écrit. C'est vrai que c'est une très très belle réponse. Tu parlais de toutes les manières d'exploiter quelqu'un. Je vais absolument pas vous dire ce qu'il y a dans ce livre. Par contre, je peux vous dire que j'ai lu une chronique ça m'a fait rire parce que la personne énumérait tous les thèmes abordés dans le livre de Bestial et grosso modo, j'en ai compté une quinzaine dans ce que la personne mettait, pour vous dire qu'il se passe beaucoup de choses, que vous n'allez pas vous embêter, ça c'est une certitude, mais qu'on vous en dira pas plus ce soir. À vous de vous faire aussi votre idée. Alors ça, c'est quelque chose que tu as beaucoup abordé ce soir. Je pensais pas que c'était à ce point-là. Je savais que tu avais une fibre au niveau du cinéma. Ça, je n'en doutais pas. Mais j'ai vu sur la 4e de couve de Bestial, je pense qu'il est mis que l'adaptation audiovisuelle de Jeux de Peau est en cours. On en est où ? Dis-nous tout. Enfin, est-ce que tu peux nous en dire plus ? Et on en est où exactement ? Alors, pour l'instant, pour être tout à fait transparente, j'ai signé effectivement des droits avec une boîte de prod, une grosse boîte de prod européenne. Ils ont réservé mon titre. Ils parlent entre 4 et 8 épisodes de 52 minutes. Donc pour eux, c'est assez clair. Maintenant, il faut qu'ils trouvent un distributeur. Donc il peut se passer du temps avant que ça émerge, si ça émerge. Et pour la petite info, Bestial, par contre, a été présenté également à la Mostra de Venise, donc auprès de réalisateurs. Donc ça, c'est aussi une bonne chose. C'est une très bonne chose. Et tu parlais que tu écris beaucoup en mode scénario, finalement. Est-ce que tu pourrais confier l'adaptation à quelqu'un, ou est-ce que tu voudrais t'y coller toi-même ? Parce que, pour ceux qui nous écoutent et qui ne savent pas, on ne peut pas copier-coller un livre et un film ou une série, ça ne marche pas. Il faut retravailler et l'adapter à l'écran ou dans un livre, mais ça ne se copie-colle pas du tout. Et donc, je me demandais, est-ce que
vu que tu as une sensibilité très à l'image, est-ce que tu le ferais toi-même? Est-ce que tu peux le faire toi-même? Parce qu'on ne peut pas toujours. Est-ce que tu confierais le bébé à quelqu'un d'autre? Je me pose cette question. Bah, en fait, dans mon contrat, c'est très clair, hein. Bon, moi, j'étais primo-auteur, hein, sur Jeux de paume, donc j'ai pas eu trop mon mot à dire. Mais le contrat, est effectivement, c'est dans le respect de l'esprit de l'auteur, donc ils peuvent pas partir non plus dans tous les sens. Mais je suis pas associée au scénar. Donc, à voir si ça se fait. Peut-être que les choses vont peut-être bouger. J'aimerais beaucoup et en fait, je pense que j'aimerais beaucoup aussi travailler sur des scénarios, me former un peu au scénar. Mhm. C'est un exercice qui est très très différent, mais en termes visuels, je sais que j'ai les codes. Après, je n'ai pas forcément les codes d'écriture du scénario, donc c'est un exercice différent, mais ça me plairait beaucoup. Ouais. Et je te confirme que c'est très différent. Je me demande si on ne fera pas un jour une table ronde avec... j'ai quelques contacts. Puis moi Avec plaisir. moi, je peux vous en dire un mot aussi, mais je pense qu'on pourrait faire une petite soirée très sympathique sur les adaptations et l'écriture au niveau scénar, film, série et autres. Je peux pas m'en empêcher parce que, mine de rien, c'est pas du tout anecdotique. Tu parlais de ton éditrice. Premier livre, édition Plomb. Deuxième livre, édition Plomb. C'est une voie royale. C'est plutôt de très très bonnes nouvelles pour toi. C'est ce que tu rêvais d'avoir. Parce que je pense que beaucoup de gens adoreraient avoir une collaboration avec une très très grande maison d'édition comme peut l'être Plomb. Ça s'est passé comment pour ton premier manuscrit finalement? Tu l'as écrit dans ton coin, tu l'avais en tête depuis un moment, tu nous l'as dit. Mm. Et puis pour les gens qui nous écoutent et qui se disent que c'est complètement impossible, parce que je trouve que c'est une belle histoire et qui montre que quand on a du talent, bah, c'est possible, et qu'on a le bon contact au bon moment, il y a plein de choses à dire, mais comment ça s'est passé pour toi avec ton manuscrit, avec cette signature chez Plomb? Eh ben, en fait, ça s'est passé, en même pas 5 jours. J'ai envoyé mon manuscrit à 5, 6 maisons d'édition. C'était un mercredi. Euh, et le samedi soir, j'ai reçu un SMS de Céline Toulouse, qui était à l'époque chez Belfond, qui m'a dit: j'ai adoré, il faut qu'on se voit. Est-ce que vous êtes disponible lundi ou mardi prochain? Et j'en ai encore alors j'en ai encore des frissons. Pour moi, c'était un truc incroyable. Et, euh, et voilà, on s'est vu le lundi ou le mardi suivant, je sais plus, enfin, 3 jours après. Elle m'a dit: bon, on se signe, hein. Voilà, on se signe. Moi, j'ai adoré. Il y a 2, 3 trucs à modifier, peut-être à changer, si vous en êtes d'accord. J'ai tout à fait compris ce qu'elle voulait. Et ça s'est fait en un temps record. C'était, pour moi, alors, c'est la petite baguette magique, hein. C'est incroyable. La bonne étoile, et puis Ouais. le talent aussi, ça peut aider, hein, Ouais, oui, oui, peut-être aussi. Et quand puis, je même. pense que je suis tombée sur un moment où elle était peut-être plus disponible. J'en sais rien. C'est, c'est parfois, euh, c'est parfois l'accumulation, enfin, parfois l'alignement de plusieurs planètes qui se font au même moment. Et voilà, et ça match. Et ça match. J'ai encore une petite question qui me vient. Voilà, vous le savez, j'ai une ligne parallèle où les gens m'envoient des questions. Vous inquiétez pas, tout est normal. Tu parlais des psychologues tout à l'heure pour Ouais. définir tes personnages. Dans tes remerciements, il y a vraiment pas mal d'experts que tu remercies pour tout un tas de raisons. Je ne vais pas tous les citer, mais ils sont tous importants. La question, c'est le côté recherche. Comment ça se passe? Et moi, je pense, de ce que j'ai lu, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de précisions, par exemple sur les grades, les services de police, comment ils enquêtent. Tu veux être carré par rapport à ça, et ça se voit. C'est pas Wikipédia de la police, hein, je vous rassure, mais c'est carré, c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est la réalité. La psychologie, tu vas voir des psychologues. Ça se passe comment les recherches pour être crédibles et cohérentes, finalement? Alors, sur un bouquin, la recherche, c'est 60% du travail, voire 70%.
par rapport à l'écriture. C'est-à-dire que on peut partir dans un délire, on peut partir dans voilà, dans un récit. Quand on est dans une enquête policière ou thriller, euh, il faut être le plus carré possible. Donc il faut s'entourer de gens qui savent de quoi ils parlent. Et ça prend énormément de temps. Voilà, sur le troisième livre que je vais démarrer, qui s'appellera le dossier. J'ai oublié. euh, Ça parle beaucoup d'hôpital psychiatrique post-guerre, hein, Deuxième Guerre mondiale, donc il faut se renseigner sur les médicaments, comment ça se passait, quel était le rapport entre la psychiatrie et les patients. Voilà. Donc ça prend aussi énormément de temps. Donc en fait, on peut avoir une histoire en tête, mais il faut énormément travailler en amont ou en parallèle, en tout cas. Et quand tu dis énormément de temps, c'est 2 semaines, un mois, un an? Bah, c'est plus que ça. Là, j'étais au salon du livre avec Jean-Marc Bloch qui fait l'émission judiciaire non élucidée. C'est quelqu'un que j'admire énormément. J'ai eu la chance d'être invitée sur son salon. J'ai eu la chance de rencontrer, parce qu'il y avait énormément de conférences, des psychiatres spécialisés en criminologie. On est revenu sur des affaires assez lourdes, sur des crimes en série, Guy Georges entre autres. Donc il est important de rentrer dans la psychologie des personnages, surtout dans des personnages déviants, et pas raconter de bêtises. Donc oui, c'est important, c'est jamais du temps perdu parce qu'on apprend énormément avec les professionnels qui sont pour le coup eux sur le terrain et qui vous apprennent plein de choses. Voilà, ça c'est une vraie chance en tant qu'auteur de pouvoir effectivement être sur des salons où il y a des intervenants qui sont absolument incroyables et vous apprennent énormément de choses. Et ce sont des gens accessibles pour quelqu'un comme voilà, qui veut écrire un livre et qui a besoin d'informations. Ce sont des gens faciles d'accès. C'est des gens très faciles d'accès. Le psychiatre en criminologie qui est intervenu sur plusieurs conférences, à chaque fois on lui disait mais vous êtes d'une limpidité incroyable, c'était extrêmement clair. Et puis après, oui, il y avait beaucoup de participants qui sont venus après lui parler. C'est des gens qui sont abordables, qui ont au contraire, qui ont une belle humanité, j'allais dire, hein, même pas au contraire, qui ont une belle humanité, même des juges d'instruction qui viennent s'exprimer sur tel ou tel cas judiciaire. En fait, il y a de l'humain partout, c'est ça qui est extraordinaire. Il y a de l'humain partout. C'est sur l'humain qu'il faut se baser, c'est ce qui nous fait avancer, hein. C'est extraordinaire. On apprend énormément de choses. Alors, je vous donne une dernière chance dans la chatroom de poser vos questions, et que dans la chatroom, sinon je fais des yeux méchants, comme ça, avec un zoom, que je l'ai plus. J'ai trouvé comment faire des zooms avec ma caméra, un jour je vous ferai peur, c'est promis. Pendant que vous mettez votre dernière question, quels sont tes projets? Tu disais le 3e, en cours. On va suivre aussi au niveau audiovisuel tout ce qui va arriver, et puis d'autres choses en cours. Eh ben, le 3e, c'est pas un mince projet, hein. Voilà, j'ai toute ma trame dans la tête. Je sais où je vais démarrer, je sais où je veux finir. Et puis entre-temps, entre certains chapitres, je vais me laisser porter par l'écriture, me laisser porter par l'histoire. Voilà, le dossier Jeanne Courtois, voilà, ce sera probablement le nom de mon 3e livre, fait appel à un dossier personnel, voilà, qui doit être après romancé, remis en scène, etc., mais qui demande énormément de recherche, en psychiatrie notamment. Donc voilà, ce sera un 3e volet où on retrouvera certainement mes 2 enquêteurs, voilà, Jourdain et Lucie Bundual.
Ben voilà, je pense que ça va être, c'est assez tordu, suffisamment tordu pour avoir fait marrer le psychiatre qui était justement invité au 22 V'là le Polar à Pornic. Il m'a dit ah ouais quand même, mais ça fonctionne, c'est bon. Donc voilà, j'ai son aval, je sais à peu près, puis maintenant j'ai des bonnes connexions au niveau psycho et au niveau policier, donc pour bien me cadrer et faire quelque chose qui soit en même temps, qui emmène le lecteur dans quelque chose, un roman, parce qu'on va pas faire de la procédure non plus, il faut que ce soit alléchant, mais en même temps qu'il soit carré, quoi. Et tu as un timing précis à suivre, ou bien ce sera fait quand ce sera fait? Eh ben alors, je refuse le timing, justement, je veux pas. Mhm. Là, j'ai la chance d'être avec une éditrice qui est extraordinaire, qui fait absolument pas de pression. Donc, je pense que mon 3e sortira probablement au 2e semestre 2023. Donc, pour l'instant, je suis dans mes recherches, je suis dans la digestion de mon histoire, la manière dont je vais la cadrer, je vais l'amener. Donc, je me mets pas de pression du tout. C'est ça qui est formidable. Et puis, ça laisse du temps à toutes les personnes qui nous écoutent Exactement. en live ou en replay de découvrir Bestial et Jeu de peau si c'était pas encore fait. Ouais. Johan demande, y a-t-il une musique d'écriture qui revient régulièrement? Si oui, laquelle? Tu as parlé un petit peu tout à l'heure de musique d'opéra. Est-ce que c'est ça Ouais. le plus souvent, hein, tu disais? Alors, moi, j'écoute énormément de musique, mais c'est vrai que sur certains moments, j'ai beaucoup écouté d'opéra, mais après, je peux écouter du disco, je peux écouter du rap. Je suis fan de rap. Voilà, désolée de le dire, mais bon, j'adore ça. Donc j'aime quand il y a du rythme, quand ça bouge et quand ça me porte surtout. J'ai pas de musique précise, mais à un moment donné, je vais trouver une musique, et c'est ça qui est très étrange, c'est que parfois, je vais commencer un chapitre, je vais écrire, j'ai presque l'impression d'être sur un piano, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'entends le rythme de la musique qui est derrière moi, et en fait, mes mains bougent au rythme de la musique que j'entends. C'est-à-dire que je vais écrire au même rythme que la musique qui me porte. Donc ça, c'est assez intéressant, ce côté musique, écriture. J'adore. Et donc, tu pourrais nous faire un chapitre hôpital psychiatrique en écoutant les Bee Gees. Ah oui, les Bee Gees, ça peut être marrant. Mais bien sûr, évidemment. Et voilà, te voilà avec un défi. On en reparle quand on se voit. Alors, j'ai le défi, d'accord, ok, c'est noté. Je vais me le noter parce que ça me porte énormément, les Bee Gees. Ah ben, je crois que... J'ai très bien entendu, et je pense que je vais faire un chapitre avec ça. Voilà, moi j'utilise la compagnie créole et toi les Bee Gees, et on est parti. Merci beaucoup. Waouh. Attention, bienvenue le raid, mais vous êtes beaucoup. Aigot, tu es folle. Ah, il y a du monde là. Mais il y a du monde qui débarque, mais quel plaisir de vous accueillir ici. En plus, on n'avait pas du tout fini l'interview, on va recommencer au début. Non, je déconne. Mais merci beaucoup. Parce que moi, j'ai pas de visibilité, je vois personne, mais... Ah, mais je vais t'expliquer tout ça. Bienvenue. Et sincèrement, alors, excusez-moi les gens du raid, j'ai pas l'habitude qu'on fasse des raids chez moi. Vraiment, je suis tout nouveau ici, et voilà, c'est un vrai plaisir de vous accueillir. Et donc... je suis en direct avec la romancière Anouk Schutteberg qui nous explique plein de choses sur son roman Bestial. C'est un thriller, on parle de choses un peu violentes, mais pas que, et de techniques d'écriture. Beaucoup de gens, bienvenue à tout le monde, salut Aigot, merci beaucoup. Il faut absolument que je retourne sur tes lives pour continuer ma formation en informatique, parce que je suis toujours une brêle. Mais donc, oui, je reviendrai, ça tu peux en être sûr. Bonsoir, bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent. IMDR, bonsoir, premier message parmi nous. Si vous aimez la littérature, on est là tous les jeudis soirs pour l'instant de 20h30 à quand on termine. Il n'y a jamais d'heure de fin, on fait un peu à l'impro.
Et alors le but de cette chaîne, c'est d'inviter un maximum de monde. Je suis rarement tout seul parce que j'adore qu'on soit beaucoup. Il y a des auteurs, des éditeurs, des libraires, des blogueurs, des chroniqueurs, beaucoup de lecteurs et de lectrices aussi, et puis des gens qu'on entend un peu moins, des traducteurs par exemple, des agents littéraires, bref, toutes les personnes qui ont un lien de près ou de loin avec la littérature. Et puis aujourd'hui, on avait la chance d'avoir Anouk avec nous pour son livre Bestial. Écoute, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, parce qu'on va pas se priver, est-ce que tu as envie de nous repitcher un petit peu ce livre Bestial pour peut-être leur faire découvrir tout ça et peut-être leur donner envie de passer du côté bestial de ton livre. De quoi parle ce livre pour les gens qui viennent de nous rejoindre? Alors, Bestial, c'est un cold case sur l'enlèvement et le kidnapping de plusieurs jeunes filles. L'histoire commence en 2007. Il y a 5 jeunes filles qui disparaissent alors qu'elles sont accompagnées de leurs parents en pleine rue parisienne. Il y a une première enquête qui débouche sur rien. Et 13 ans plus tard, l'enquête est reprise par mon commandant Jourdain parce qu'il est confronté à 5 disparitions sur le même modus operandi, même périmètre d'action. Donc en fait, il reprend la première enquête pour essayer de déboucher sur quelque chose sur cette deuxième enquête, entre guillemets. Bestial, c'est une histoire terrible de parents dont les enfants ont disparu, dont ils ne connaissent pas, connaissent pas l'issue, ne savent pas si elles sont décédées, si elles sont vivantes ou pas. Et c'est surtout l'histoire du côté manichéen de l'homme, jusqu'où on peut aller pour faire du fric, entre guillemets. Donc entre le dark web, on passe par le dark web, on passe par des combats d'animaux, de chiens, etc. Et puis sur toute l'utilisation du corps humain dans toutes les formes qui puissent exister. Donc c'est pas très frais, mais en même temps, c'est vraiment, ça fait partie de notre société, quoi. Et bienvenue aussi, assistant CPL. Je t'ai pas salué, mais oui, je suis méchant. Salut Magali Collet qui nous rejoint et qui nous dit... Mais oui, Magali qui est parmi nous, elle rattrapera son retard en replay. Elle est, elle est ravie d'être là. Mais écoute, t'inquiète, c'était de l'explication pure assez simplifiée. Eh ben écoute, je vais aller revoir. Je suppose qu'on peut revoir aussi les replays. Kiko, si tu m'entends, n'hésite surtout pas à utiliser la commande que j'oublie tout le temps pour mettre, pour les gens qui nous suivaient depuis 20h30, la chaîne de iGot. J'ai déjà parlé de toi il y a la semaine dernière en fait. J'arrête pas. Et donc n'hésite pas Kiko si tu sais mettre le petit. Je crois que c'est So. Ouais, je crois. Je vais essayer de regarder. Mais donc, merci beaucoup d'être là. Magali aussi, qui nous rejoint. Des personnages habités. Et puis, il y a une romancière qui aime beaucoup le cinéma, hein, on en parlait, et qui s'en sert allègrement pour plonger les lecteurs dans un film, mais que vous avez entre les mains, où vous pouvez imaginer des tas de choses, puisque on n'est pas dans du voyeurisme, comme elle le disait si bien, et que par moment, on ferme la porte et on vous laisse imaginer. Et parfois, c'est tellement pire que de tout expliquer. C'est un peu des techniques que tu aimes utiliser, hein, ça, je pense, Anouk, de laisser aussi beaucoup de place aux gens qui vont découvrir tes livres, de découvrir ce que tu fais, mais d'avoir un rôle à jouer quand on a le livre en main. On n'est pas seulement en train d'être spectateur d'un livre, on joue dedans, on est acteur. Il se passe des choses dans la tête. Bien sûr, quand on découvre un livre, on est forcément acteur sur tel ou tel personnage. On va s'attacher à tel ou tel personnage. C'est des ressorts psychologiques, qui nous sont personnels. Comme quand on regarde un film, on va s'attacher à tel ou tel personnage parce que ça nous parle, c'est plus nous, on va s'identifier. C'est tout à fait légitime. Je pense à Magali, par exemple, qui a un talent extraordinaire. Il y a beaucoup de choses qu'on met dans un roman. On y met des choses personnelles, on y met des choses,
on y met vraiment tout notre cœur, hein. C'est quelque chose qu'on délivre, hein, dont on se détache jamais complètement. On parlait d'attachement, détachement. Oui, on est attaché à son écrit. On s'en détache quand on le délivre, entre guillemets, voilà. Délivre, sans faire de mauvais jeu de mots. Mais on, forcément, on y met quelque chose de nous-mêmes. Mais comme des artistes peintres, quand ils peignent quelque chose, ils mettent quelque chose d'eux. Comme un metteur en scène met quelque chose de lui-même, comme un compositeur met quelque chose de lui-même dans ses paroles ou dans sa musique. C'est le même type de... C'est un essai artistique de toute façon, donc forcément on met quelque chose en soi dedans, hein. Et Isaac Kobouk nous dit c'est tellement intéressant cet échange. Je suis bien d'accord avec toi. Et vous qui venez d'arriver, est-ce que vous êtes des lectrices-lecteurs? Est-ce que qu'est-ce que vous aimez comme genre de livre? Dites-nous dans le chat. Et puis les habitués, faites-vous plaisir, hein. Quelles sont vos lectures en cours? Qu'est-ce que vous aimez lire comme genre, comme auteur? On adore tout savoir ici. Et puis on s'en sert parce que, de nouveau, pour les gens qui nous rejoignent, j'ai une faculté de préparer des interviews et puis je pose pas mes questions puisque je pose les vôtres en priorité. C'est un peu un grand jeu concours ici. Vos questions sont toujours prioritaires sur les miennes. Et donc n'hésitez pas, faites-vous plaisir, le chat est là pour ça. On a Anouk avec nous et elle m'a dit on est parti jusqu'au bout de la nuit s'il le faut. Ah oui, tu m'as dit ça. Magali nous demande, est-il plus difficile pour une femme de faire sa place dans le thriller polar ou pas? Très très bonne question. Qui mériterait une table ronde aussi, et d'ailleurs je le note de ce pas sur mon carnet, parce que c'est un très très bon débat. Est-ce que c'est plus Alors difficile? la réponse est oui. La réponse est oui. La réponse est oui parce que on a toujours considéré la violence comme étant masculine. Donc en fait, le féminin n'a pas forcément n'est pas forcément crédible sur des écrits qui sont assez puissants en termes effectivement de violence. Donc effectivement sur le polar et sur le thriller, on a moins de crédibilité. Et d'ailleurs, on peut regarder hein, tous les grands auteurs qui sortent des bouquins tous les ans, voilà, régulièrement, c'est que des mecs. Et Johan dit, n'est-ce pas plus difficile tout court de se faire une place dans le monde en tant que femme? Élargissons le débat, tant qu'à faire. Oui, peut-être, oui. Oui, parce que je pense qu'on a plus de... Enfin, je pense qu'on se met plus dans notre société actuelle, on se met plus de barrières que les hommes. Mais ça, c'est peut-être notre façon d'être, notre façon... je voudrais pas... Enfin, c'est un peu compliqué de répondre à ça. Moi, parfois, on m'a dit que j'avais une écriture virile. J'ai bondi, j'ai dit, ça veut dire quoi une écriture virile? Ça veut dire que j'écris comme un mec, mais écrire comme un mec, ça veut dire quoi? En fait, on a tous un imaginaire. Je pense qu'on est totalement identiques. Après, peut-être sur le quotidien, je pense qu'effectivement, les femmes sont plus bridées que les hommes. Ça, c'est sûr. Et donc, Magali disait, j'ai l'impression qu'on a souvent droit à comment une si gentille personne peut-elle écrire de telles choses? C'est vrai que j'entends beaucoup ça, j'avoue. Ça, je l'ai déjà dit à Magali. Je dis, c'est pas possible. T'as un sourire magnifique. T'as l'air tellement... Oui, moi aussi, on me le dit souvent en me disant, mais comment tu vas imaginer des trucs comme ça? Et c'est vrai que c'est faire fi de l'imaginaire. En fait, on a chacun un imaginaire totalement... qui peut être totalement barré. Sans pour autant être barré dans la vie quotidienne. On peut avoir une vie quotidienne tout à fait normale, entre guillemets, et avoir un cerveau qui nous emmène très très loin. C'est le cas de Magali, voilà. Magali, c'est
c'est un petit cœur sur pattes. Elle est comme moi, elle est douce, elle est gentille. Je pense qu'on est des personnes qui sont humaines et altruistes. Et en même temps, bon, bah voilà, on peut partir, on peut dériver sur des choses très dures. Et Isaac Obouk nous dit, pourtant les femmes sont souvent confrontées à des situations horribles. Et donc c'est vrai, pourquoi ne pourrait-elle pas les répercuter dans les livres? Après, Magali, je t'avoue un truc, on dit la même chose de moi. Et alors, je suis pas une femme. Donc on dit souvent, mais tu as l'air si gentil quand tu poses des questions en interview sur Twitch. Et je suis quand même le mec qui a écrit C'est dans la boîte. Alors pour ceux qui l'ont lu, eh ben, il y a parfois un décalage terrible entre ce qu'on croit et voilà. Et je vous donne l'anecdote parce que je l'adore, mais j'ai un collègue qui était pas très lecteur, etc. Et qui a lu clairement pour me faire plaisir hein, quand il est sorti en 2012. Et alors j'étais dans les toilettes communes du boulot. Après avoir lu, il est rentré, il m'a vu, il est ressorti, il a fait « je viendrai plus tard ». Et c'était tellement drôle parce que quand vous demandez à des gens, et on dit de moi « oh mais il a l'air si gentil, il a une voix toute douce et il pourrait faire de l'ASMR ». Et mais je suis le mec qui a écrit C'est dans la boîte. Et donc les clichés entre les apparences et voilà, et il faut bien comprendre que les gens qui écrivent des horreurs ne sont pas des gens horribles. C'est très drôle. Ça revient beaucoup hein, dans les par exemple les classes où j'ai l'occasion d'aller. On se dit ouais, le gars qui est capable ou la femme qui est capable d'écrire ça, c'est quelqu'un qui va pas bien. Et moi je vous jure, dans le monde des auteurs, parce que j'ai l'occasion de les fréquenter quand même beaucoup depuis 10 ans, les gens qui écrivent des horreurs sont en général des gens charmants. En général. Ouais. Il y a des exceptions partout, mais c'est plutôt amusant en fait de constater que ce sont des gens plutôt sympas. Je sais pas ce que t'en penses, mais il y a des clichés comme ça un peu bizarres hein, sur les gens qui écrivent des thrillers. Ah bah oui. Mais moi, je fais fuir tous les mecs. Hein. Ils ont tous peur. Dès qu'ils ont lu mon bouquin, il n'y a plus personne. Hein. Mais non, forcément, parce qu'ils s'imaginent que dans ma tête, c'est dans ma vie. Quoi. C'est totalement... Alors, je pense qu'il y a parfois des gens qui sont... qui n'écrivent pas, qui n'exorcisent pas aussi, parce que c'est une façon aussi de sortir une certaine violence. Hein, je ne dis pas le contraire. Mais de manière tout à fait humaine et respectueuse. Et je pense que oui, ça fait peur à plein de gens, hein, c'est clair. Oui. Ça pose question en tout cas. C'est clair que ça pose question. Et, ouais. et Johan nous dit « Personne ne voudrait voir ce qu'on a derrière les yeux quand on vit. » Ben oui, bien sûr. Si on savait tout ce qu'il y a dans la tête des gens, vous imaginez? Ce serait épouvantable. Ça ressemblerait à un épisode de Black Mirror, tout ça. Ah, exact. Ça pourrait. Oh, oui, tout à fait. Ah oui, alors, vous voyez, je ne regarde pas que les films d'Eddie Murphy. Vous êtes des mauvaises langues. Vous êtes des mauvaises langues. Avez-vous encore des questions? N'hésitez pas hein, dans la chatroom. On va gentiment clôturer, mais on fait un petit after pour saluer Aigot et son raid massif avec une 40aine de personnes quand même. Vous êtes fous. Si vous passez une bonne fin de soirée avec nous, n'hésitez pas à suivre la chaîne si ce n'est pas encore fait. Sur le petit bouton à droite. Vous voyez, je découvre Twitch en live, moi j'adore faire ça. Donc voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est là tous les jeudis soirs avec des programmes très très différents. Parfois on parle aussi bande dessinée, livres pour enfants. On ne parle pas que des horreurs, hein, je vous jure. Donc pour les âmes sensibles, on fait des débats, des tables rondes. J'ai prévu un truc, comment faire aimer la lecture aux enfants. Et alors là, on va bien se marrer, vous pouvez me croire, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc je vous prépare plein de tables rondes. Et puis on a prévu, peut-être, on va se reparler de ça, une table ronde sur le cinéma et les passerelles avec les livres et l'écriture d'un scénar par rapport à l'écriture d'un livre. C'est très 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 différent pour vous qui nous écoutez. Est-ce que tu passes une bonne soirée, Anouk, avec nous? Ah, mais magnifique. Hein. Je ne te vois pas, mais je vois pas les questions des gens qui sont connectés, mais c'est pas grave. En tout cas, je passe une très bonne soirée. Les questions étaient super intéressantes et pose question en tout cas sur
On est rentré un peu dans quelque chose d'un peu plus profond que des questions un peu plus lambda, c'est bien. C'est même très bien, mais ça ne serait pas possible sans des gens comme toi qui viennent et qui acceptent mon invitation. Donc déjà, et encore un très très grand merci pour ça. Merci à toi. On va clôturer tout doucement. Je vois que il commence à être tard, vous êtes fatigué, puis je pense que tout le monde a envie d'aller lire un petit peu avant d'aller dormir. Puis moi j'ai du montage pour la chaîne YouTube à faire. Bah oui, puisque bande d'impatients qui ne regardent pas en live, ils ont envie de voir tout en replay très vite. Et donc il va falloir que je m'y mette. Formidable interview, merci à tous les deux. J'ai lu le premier livre d'Anouk alors que je ne lis aucun policier. J'ai accroché immédiatement, hâte de lire le deuxième. Mon Dieu, alors attends, 21, 21, 21, 21, Alex, j'adore ton pseudo. Merci beaucoup, merci pour toi Anouk, ça te fait plaisir comme ça quand des personnes qui découvrent tes livres, ce sont pas forcément des lectrices et des lecteurs de thrillers ou de livres tout court d'ailleurs, parce que ça arrive aussi, mais qui découvrent un genre et qui se découvrent un plaisir pour la lecture grâce à tout ce que tu as pu expliquer ce soir avec nous. Ça te fait quoi ? Ça me fait énormément plaisir parce que j'ai toujours considéré que la littérature policière n'était pas une sous-catégorie par rapport à la littérature même blanche, la littérature blanche, le roman blanc. Donc voilà, si ça peut interpeller certaines personnes de se plonger dans un univers parfois un peu dérangeant, mais qui fait partie de notre vie, je trouve que c'est vachement bien. Je suis contente, c'est bien. C'est plutôt des très très bonnes nouvelles, et puis merci, parce que c'est vrai que c'était alors l'interview je sais pas, mais c'était une très très bonne soirée en ta compagnie. Je vais évidemment te laisser le mot de la fin pour ton passage ici dans la boîte avec nous, et de refermer ce couvercle que tu as très aimablement ouvert. Encore merci, et puis merci aux éditions Plomb de m'avoir confié ce très très bon livre Bestial qui donne à réfléchir aussi sur plein de sujets. Vous pouvez regarder le replay si vous ne comprenez pas du tout de quoi je parle. Que souhaites-tu nous dire pour conclure cet échange qui était captivant ? Merci déjà de l'invitation. Et suite à Bestia, j'ai qu'un mot à vous dire, faites attention à vos enfants. Voilà. C'est une excellente conclusion, et pareil, si vous ne savez pas de quoi on parle, vous n'avez plus qu'à regarder le replay et surtout, et c'est le plus important, lire Bestial. Comme ça, vous comprendrez pourquoi Anouk termine l'interview comme ça. Un immense merci à toi. Je pense qu'on se recroise d'ici pas très longtemps au salon de la Cigogne Noire en Normandie. Ouais. Je prends la route avec l'équipe belge et on va passer la frontière pour venir vous dire bonjour en Normandie. Accrochez-vous, on est nombreux. Et ce sera un vrai plaisir de rediscuter de tout ça avec toi. Un grand merci. Vu que tu ne vois pas les commentaires, on a un tas de remerciements. C'était super. Isakobouk nous dit quel bon moment, merci. Donc n'hésitez pas, si vous avez passé un bon moment, suivre la chaîne, revenir. On est là tous les jeudis avec chaque fois des programmes et des invités incroyables. Je m'amuse beaucoup avec vous. C'est un peu la récréation de la semaine, hein, le jeudi soir comme ça. Parce que le reste du temps, il faut que je travaille, mine de rien, et il faut que j'écrive des romans, tout ça. Mais voilà, c'est un vrai plaisir de passer le jeudi avec vous, d'essayer de vous donner quelques anecdotes, quelques pistes aussi, parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui veulent commencer à écrire ou qui ont déjà commencé à écrire et puis viennent chercher des petits conseils ici et voilà, c'est toujours avec du plaisir qu'on prend le temps de tout ça. Je vais te laisser lire, dormir, écrire, je ne sais pas Anouk quel est ton programme, mais en tout cas crois-moi, tu n'as fait fuir personne ce soir. Ah oui, mais quelle bonne idée. Il fait pas assez chaud pour une glace, mais je crois que je vais quand même en prendre une. Mais tu n'as fait fuir personne ce soir, en tout cas. Ouais, c'est bien. Puisqu'on est encore plus nombreux que quand on a commencé. Et donc voilà, merci infiniment d'avoir été avec nous. Je te laisse manger. Frédéric. Très bon appétit, et puis à bientôt. Merci à toi, merci de ton invitation et merci à tous ceux qui étaient présents ce soir. Et merci pour vos questions et votre intérêt. Et bon app de tout le monde. Bisous. Dans le chat. Bisous à tous.